Les savoirs de base doivent être maîtrisés. Savoir faire des règles de 3, calculer, maîtriser les savoirs de base. Je crois que c'est très important. Il faut revenir aux savoirs de base. Devoir fait à l'école. Maintenant, il va y avoir une baisse de la démographie. Grâce à la baisse de la démographie, je ne pense pas qu'il faut baisser le budget de l'éducation nationale. Je pense qu'il n'y a pas qu'au cours préparatoire qu'il faut 15 élèves. Je pense que partout, il faudrait 15 élèves pour que le prof puisse vraiment s'occuper de ses élèves et que les devoirs soient faits à l'école. Et qu'il y ait vraiment maîtrise des savoirs de base. Écrire, pas de faute d'orthographe, rédiger, se concentrer sur un livre, faire des règles de 3. Je pense que les savoirs de base doivent être maîtrisés. Je pense que c'est très important. Et je pense que beaucoup de gens arrivent au niveau du bac et ne maîtrisent pas les savoirs de base. Moi, j'ai des gens qui ont ma Sciences Po même qui me disent mais j'ai plein de fautes d'orthographe quoi dans des copies d'élèves de Sciences Po. C'est pas acceptable. Donc ça doit être vraiment une priorité quoi. Il faut vraiment qu'on ne puisse pas sortir avec un bac en faisant des fautes d'orthographe, c'est pas possible, et en ne maîtrisant pas les savoirs de base. Je suis très réactionnaire sur ce plan-là. Je pense vraiment qu'il faut revenir discipline, lecture, concentration, faute d'orthographe, grammaire, règle de 3, savoir le calculer. Je pense que c'est très important. Ça, je crois que quelle que soit la carrière qu'on fait, on apprend à apprendre à l'école. Je pense aussi que c'est important qu'il faut, évidemment, tout ce qui peut être fait pour l'orientation, d'expliquer aux élèves. Moi, je vais beaucoup dans des lycées, parce que j'ai un truc qui s'appelle Campus de l'innovation pour les lycées au Collège de France, qui fait partie de mon laboratoire. Je vais beaucoup dans des classes. Bon, j'ai refait d'abord complètement les programmes de SES, parce qu'avant, ils lisaient Alternative économique. Maintenant, on fait vraiment de l'économie sérieuse au lycée, d'accord ? Donc, voilà, ça, je suis assez content d'avoir fait ça, avec Pierre-Michel Minguer et d'autres. Maintenant, on a des vrais programmes d'économie et de SES, voilà, dignes de ce nom. Mais c'est important mais en même temps que les élèves apprennent que le savoir est quelque chose en mouvement. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il faut leur donner quand même l'idée que le savoir est quelque chose qui bouge, mais il faut qu'ils aient en même temps la maîtrise des fondamentaux. Je crois que ça, c'est très important. Le socle fondamental, c'est très important. Et donc, je crois qu'on peut pas réussir dans le supérieur si on n'a pas des bases très, très, très solides dans le secondaire. Mais en même temps, je pense que ça va être important aussi qu'à l'école, avec l'IA, ça va être égal. Donc, à l'IA, il faut d'abord apprendre à apprendre. Et donc, il faut de l'école sans IA. C'est-à-dire qu'il faut toute une partie d'enseignement sans IA. Parce que il faut surtout pas de ChatGPT. Tu dois faire tes règles de 3 toi-même. Tu dois lire toi-même. Tu dois faire l'effort de concentration toi-même. Et les devoirs à l'école. Ça, je crois que c'est très important. Mais je crois aussi que ça va être important, les soft skills. Vous savez ce qu'on appelle, on parle des hard skills et des soft skills. Les soft skills, c'est la capacité d'interagir avec les autres, la capacité d'avoir de l'autonomie. Je pense que ces éléments-là, avec l'IA, vont devenir également très importants. Donc, savoir de base et soft skills, ça, c'est très important. Et je pense qu'il va falloir préparer nos élèves de primaire, secondaire à ces choses-là. Voilà. Ça, c'est vraiment la vision que j'ai, quoi. Et en même temps, avoir cette vision que le savoir est quelque chose qui bouge, mais que tu dois quand même maîtriser les savoirs de base si tu veux pouvoir suivre ce qui est en train de bouger. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Nous, par exemple, en économie, il y avait des gens qui voulaient que ça soit des trucs mondains où on discutait des inégalités ou de ci ou de ça. Moi, j'ai dit non, non, non. Il faut qu'en économie, on ait les outils de base, en sociologie, les outils de base. Et une fois que tu as les outils de base, tu peux faire des regards croisés, mais tu dois te coltiner les modèles, les machins, et le sweating, comme on dit en anglais. Et tu dois maîtriser les savoirs de base. Ça, c'est très important. Et je crois que c'est... Voilà. Et je crois que ça te prépare après à l'université, quoi. Oui, donc, la question du financement de la recherche. Donc, évidemment, le Conseil de recherche européen, moi, je suis pour augmenter les moyens du Conseil de recherche européen et qui finance des LabEx européens. Donc, ça, c'était un peu le Choose Europe, Choose France de Macron, le discours de la Sorbonne, d'il y a 2 ans. Par exemple, ce qui est intéressant, en Allemagne, les entreprises privées financent beaucoup. Vous avez le Volkswagen Stiftung. Vous avez entendu parler du Volkswagen Stiftung ? Et c'est pas la seule. Hein. Vous avez une contribution des entreprises privées à la recherche. Alors, je ne sais pas. Alors là, je ne connais pas bien. Donc là, je vais répondre à une question par une question. Est-ce qu'il y a suffisamment d'incitation fiscale pour du mécénat en France ? Moi, je pense qu'il y a un vrai sujet de dire, écoutez, voilà, et si vous financez davantage la recherche, eh bien, vous aurez des avantages fiscaux davantage. Je ne sais pas. Est-ce que c'est une voie qu'on a suffisamment encouragée ? Je ne sais pas. Voilà. Mais en tout cas, c'est un fait qu'en Allemagne, par exemple, les privés...
Non, c'est pas un crédit impôt recherche. Je parle que les incitations pour que les entreprises financent la recherche. C'est pas qu'elles reçoivent, qu'elles donnent. C'est-à-dire, je peux vouloir dire à des entreprises, vous financez. Moi, je pense qu'il va y avoir des mises à plat qui vont se faire. Comme vous le savez, j'étais pas favorable à la taxe Zuckman. Vous le savez, que j'étais un pourfendeur de la taxe Zuckman parce que je pense qu'il taxe des richesses non réalisées. Et il décourage des licornes en formation. Donc c'est pour ça que j'étais en désaccord avec la taxe Zuckman. J'aime beaucoup Gabriel Zuckman, mais je pense que c'est pas une bonne idée, Arthur Mensch, qui est valorisé à 12 milliards et qui fait pas de cash flow pour le moment, de taxer sur les 12 milliards. Bon, d'accord. Mais il y a un débat là-dessus. Et d'ailleurs, maintenant, même Hollande est d'accord, même d'autres gens. Même Roussel, entre vous et moi, a dit « je suis d'accord, mais je peux pas le dire ». Bon, voilà, bon, d'accord, ok, on est d'accord. Donc... en fait, voilà. Donc la taxe Zuckman, c'est pas une bonne idée. Mais ceci dit, il va y avoir des mises à plat. Du trail, on sait que il faut faciliter la transmission d'entreprises. Mais il y a des gens qui fabriquent des fausses entreprises. Voilà. Bon, on sait qu'il y a des holdings patrimoniales qui sont un peu utilisées de manière abusive. On sait qu'il y a certains abus de ce point de vue-là. Moi, je pense que tout ça, il va falloir regarder de près. Il va falloir regarder de près ça, et moi ça me permet beaucoup plus de dire ça et d'être contre la taxe Zuckman, parce que si je dis je suis contre la taxe Zuckman, mais je ne touche pas au crédit impôt recherche, mais je ne touche à rien d'autre, je suis terminé, je donne quitus à Zuckman si je fais ça, d'accord? Faut être un peu malin, c'est comme l'histoire des frais universitaires, d'accord? Faut être un peu malin. Donc moi je dis non, moi je vais mettre à plat, je mets à plat, ça veut dire que je supprime rien, je mets à plat les holdings patrimoniales, la niche du trail, les machins, et puis après on se met à table. D'accord? Et on discute. Bon, ok. Moi, vous donnez à la recherche. Ok, vous donnez à la recherche. D'accord. Alors là, on discute. Mais je pense qu'il va falloir dire, regardez les Allemands. Eh bien, regardez Volkswagen, ils contribuent beaucoup à la recherche allemande et d'autres boîtes comme ça. Pourquoi vous feriez pas pareil? Et aux États-Unis, tu as une énorme culture du mécénat. Vous savez, je parlais du financement de long terme de la recherche. Il y a par exemple le Howard Hughes Medical Investigator, le HHMI. C'est un truc purement privé et il finance des gens sur le long terme. Les grands vecteurs de financement de la recherche à long terme aux États-Unis sont des privés. Et en fait, souvent, aux États-Unis, les gens veulent devenir riches pour pouvoir faire des fondations. C'est très intéressant, la culture américaine. C'est pas pour s'acheter des paquebots ou des yachts. Ils deviennent riches. Je suis pas en train de dire que tous les riches, c'est bien aux États-Unis. Mais je dis qu'ils deviennent riches et leur but, c'est de dire, j'ai un bâtiment à Harvard ou à Berkeley qui porte mon nom. Vous avez déjà été dans une université américaine où je vais au Metropolitan Opera de New York et tu vois tous les donneurs qui sont là, quoi. C'est-à-dire que les gens veulent devenir riches aux États-Unis pour pouvoir dire j'ai financé la recherche, j'ai financé la culture, j'ai financé. Et nous, on doit pousser une culture du mécénat. Voilà. Alors, c'est en partie de la culture, mais c'est en partie des mesures. Donc, nous n'avons pas suffisamment ça chez nous. Je pense que tu vois, moi, ce que je ferais, c'est que je dirais écoutez, les copains, là, on se met à table, du trail, niche patrimoniale, machin, etc. Et maintenant, on va discuter. Vous voulez donner à la recherche et à la culture, ben écoutez, alors ok, on peut s'entendre. Vous donnez pas à la recherche, ben là, désolé, vous passez à la caisse. Mais je crois qu'il faut faire ça. Et en même temps, on dit Zuckman, je suis pas d'accord. Tu vois, parce que je veux pas décourager Arthur Mensch et Yann Lequin qui quitte Meta pour revenir en France. Si tu mets la taxe Zuckman, Yann Lequin, il s'en va, hein, il reste pas en France. Bon, donc d'accord, et ça me permet d'avoir ce langage-là. Et je pense que nous devons l'avoir. Encourager le mécénat beaucoup. Ça, je pense que c'est important. Les faux européens dont vous parliez tout à l'heure, mais vraiment donner l'exemple et puis montrer. Regardez les Allemands, regardez ailleurs. Wallenberg en Suède donne énormément pour la recherche, énormément. Eh bien voilà pourquoi il n'y aurait pas des Wallenberg et des Volkswagen Stiftung chez nous. Voilà, c'est tout. Et je crois que ça, il y a un vrai sujet. Et avec l'IA, où il y a des gens qui vont dire très très riches, plus que jamais, c'est des gens qui doivent donner à la recherche. Parce qu'ils ont profité de la recherche. Ils n'auraient pas été ce qu'ils sont sans la recherche. Donc je crois que là, il y a un vrai débat là-dessus. Alors sur le crédit impôt recherche, il va être très très clair. Je pense qu'il faut évaluer. Je ne dis pas qu'il faut supprimer, je ne dis pas qu'il faut réduire le périmètre, il faut réallouer à ce qui marche. Moi, je veux aller dans le high-tech breakthrough. Le gros problème de l'Europe par rapport aux États-Unis, c'est qu'on est, nous, dans le mid-tech incrémental. On n'est pas suffisamment dans le high-tech breakthrough innovation. Et on doit maintenant dire, je veux aller vers le high-tech breakthrough. Et si c'est pas du high-tech breakthrough, désolé, parce qu'il y avait du chantage à l'aide. Moi, je le connais. Je parle avec les patrons du CAC 40. Ils sont adorables. Je les vois à Aix-en-Provence avec Jean-Hervé Lorenzi chaque année.
Et à ce moment-là, ils te font les pleureuses d'Orient. Mes parents sont d'Égypte. Hein. Ah, si vous arrêtez de nous donner, mais nous allons délocaliser tout de suite. C'est le chantage à la délocalisation. Mais vous nous donnez, mais partez. Vous voulez en aller, partez. Donc c'est de chantage à la déloc. Et c'est comme ça qu'ils gardent tout. Moi je dis non, c'est pas vrai. Il faut que le Crédit Impôt Recherche finance l'innovation de rupture high-tech et qu'elle soit ciblée là-dessus. Par exemple, si tu veux, il y a un truc qui est complètement fou. T'es un grand groupe. Eh bien, tu sais comment font les grands groupes? Ils se découpent en petits morceaux, puisque vous savez comment marche le CIR. Jusqu'à 100 millions, t'es subventionné à 30%, et au-delà, c'est 5. Que font les grands groupes? Eh bien, ils se découpent en tranches de saucisson, et à chaque fois, c'est moins que 100 millions. Et comme ça, ils ramassent une énorme mise. Et c'est comme ça que tu as que les 20 plus gros prennent 25%. Ça ne peut plus continuer comme avant. Donc, si tu veux, je pense que là, il y a un vrai débat de mise à plat. Je ne dis pas de réduire, de mise à plat. Et à partir du moment où tu mets à plat, tu t'assieds avec les gens, tu dis, non, on discute. Et moi, maintenant, je veux que vous financiez de la recherche. Je veux que vous financiez des LabEx. Je veux vous financer des trucs comme ça. Et là, je vous garantis que vous en aurez de l'argent pour les LabEx. Et là, je vous garantis qu'on fait démarrer la recherche de pointe. C'est comme ça qu'il faut faire. Je pense vraiment qu'il faut sanctuariser ce qu'on donne à l'université, à l'enseignement supérieur. C'est pour ça que je crois vraiment dans une espèce de commission transpartisane et l'idée de dire je sanctuarise, quoi. Alors je sais pas si est-ce qu'il y a par exemple le budget de la défense n'est pas sanctuarisé? Pas vraiment, jamais. C'est voté chaque année. La loi de programmation, il en existe plusieurs. La seule qui a été remise en cause ces dernières années, c'est celle de la recherche. Alors que celle de la défense a été confirmée, voire consolidée. Parce qu'il faudrait mettre la recherche sur le même plan que la défense. Je pense que c'est ça. Parce que pour nous, c'est vraiment un enjeu de défense. Notre perte de souveraineté, notre souveraineté repose autant sur notre défense, mais encore plus sur notre recherche. Et je pense qu'il faudrait vraiment se battre pour sanctuariser et de dire nous avons une commission transpartisane, nous demandons de sanctuariser le budget de la recherche. Voilà. Mais évidemment, pour que ça aille bien, il faudra des changements de gouvernance, c'est-à-dire affirmer les principes d'autonomie, un certain nombre de principes, c'est de sanctuariser le budget, mais avec des règles de gouvernance très, très, très précises. Et je pense que c'est ça qu'il va falloir faire, quoi. Je pense que, donc, voilà, et donc sanctuariser le budget, aller vers une vraie autonomie des universités, avec des vraies feuilles de route qui doivent être remplies, des contrats, si les contrats ne sont pas remplis, évidemment, les contrats ne sont pas renouvelés, hein, si le contrat n'est pas rempli. Et je pense que c'est dans cette direction qu'il faut. Je pense que c'est dans ces directions-là qu'il faut aller. Vous m'aviez posé sur l'IA. Nous avions, avec Anne Bouvet, enfin, dans la commission que nous avions, dit on a parlé d'une exception IA. Je n'aime pas trop le mot exception parce que ça veut dire qu'on te prenait aux autres. C'était plutôt pilote IA. C'est-à-dire que dans l'IA, c'est un secteur un peu particulier où tu as des gens qui travaillent quand même dans le privé. Il fallait donner la possibilité. Il y avait deux choses, à mon avis, qu'on pouvait faire. L'un, c'était donner la possibilité à des gens de passer peut-être 2 jours par semaine dans le privé et 2-3 jours par semaine dans le public, tu vois, où là, ils ont quand même plus de liberté et d'autoriser cette possibilité-là, de dire tu peux avoir un emploi en partie dans le privé et en partie dans le public. Voilà. Et donc, que dans l'IA, tu puisses faire des choses comme ça. Donc, donner cette flexibilité, parce que c'est pas facile de pouvoir cumuler. Et l'autre chose, tu sais, tu as l'université, l'IUM, c'est pas ça, pas l'IUM, je confonds toujours l'université, tu sais, le truc qui te donne des... L'IUF, pardon, pas l'IUM, l'IUF, et bien d'avoir des espèces de super IUF avec des gros budgets pour travailler sur l'IA, c'est-à-dire de dire, voilà, tu as un super IUF et on donne à quelques chercheurs très prometteurs un peu un super IUF qui leur permettrait etc. Peut-être qu'il y a l'idée que le CNRS doit devenir aussi une agence de moyens davantage. Est-ce qu'il y a des ressources de ce côté-là? Ça, c'est quand même une question sur le CNRS. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait du CNRS? Est-ce qu'on le garde exactement comme il est? Est-ce qu'il fonctionne exactement comme il fonctionne? Est-ce qu'on demande de l'enseignement quand même? Est-ce que d'en fait en partie une agence de moyens? Là, c'est un peu l'éléphant au milieu de la pièce dont on n'a pas parlé aujourd'hui. Hein. Donc, et je ne sais pas quoi vous dire là-dessus. Mais je sais qu'il y a un sujet autour de ça. Donc il y a voilà comme ça des pistes. Mais moi je crois qu'aller vers l'idée de dire la recherche c'est comme la défense, ça doit aller avec. Moi je suis, et c'est pour ça que d'ailleurs on parle de DARPA défense, je suis pour mettre l'IA avec la défense, mais je suis pour traiter la recherche comme je traite la défense. Je crois que c'est très important. Et d'expliquer pourquoi, parce que notre souveraineté va reposer de plus en plus là-dessus. Donc je crois que là, il y a
Voilà, il y a différentes pistes que l'on peut explorer dans la direction que vous voulez. Merci. Alors le doctorat, il y a un gros sujet sur le doctorat, c'est que les docteurs ne sont pas bien payés. Tu comprends, tu fais des doctorats, tu fais des études longues, et après, des docteurs, ils ont des petits salaires, et ils se disent, j'ai fait toutes ces années d'études, et pourquoi faire, quoi, tu vois. Donc il y a un découragement du doctorat, quoi. Et c'est un vrai sujet. Et donc il y a beaucoup de gens qui ne sont plus tentés d'aller jusqu'au doctorat, parce qu'ils ont même l'impression que c'est même handicapant, parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont surqualifiés quand ils sont à l'embauche. Tu sais, des entreprises, elles veulent souvent pas embaucher des docteurs, parce qu'il va me casser les pieds, tu vois. Il va venir de là, moi j'ai pas eu de doctorat, lui il va là, et donc il y a un côté, un découragement au doctorat. Et c'est un vrai sujet, et je ne sais pas la réponse. Voilà, mais je suis au courant, je suis conscient. Alors c'est pour ça que souvent des docteurs, ou des gens qui commencent à faire des doctorats partent ailleurs. Parce que dans d'autres pays où c'est valorisé, bien qu'à nouveau, l'IA fait que ça décourage des gens d'aller au doctorat, même aux États-Unis maintenant. Donc il y a un vrai sujet du doctorat, et qu'est-ce qu'on peut faire pour que le doctorat soit moins décourageant? Est-ce que les Allemands ont trouvé une solution avec l'entreprise et le doctorat, et je fais quelque chose qui à la fois me forme pour l'entreprise et me donne le doctorat en même temps? Mais il y a un vrai sujet que le doctorat n'est pas rémunéré, et que donc beaucoup de gens sont découragés d'aller jusqu'au doctorat. Et je ne sais pas traiter le problème. Je ne suis pas pour un retour à tout ce qui se faisait avant. Les bonnets d'âne, par exemple, je pense que ce n'était pas une bonne idée, d'accord? Et puis, il y avait le côté qu'en France, on n'osait pas poser de questions aux professeurs, quoi. Ça, c'est pas bon. Donc, je suis pour retourner aux fondamentaux, c'est-à-dire apprendre à lire, à écrire, les dictées, le calcul, les devoirs faits à l'école, tout ça, je pense qu'il faut. Par contre, ce qui n'était pas bon chez nous, c'est qu'on n'osait pas poser une question au professeur. Et puis, il y a dans notre système, ceux qui réussissent et ceux qui ratent. Et l'échec était tellement culpabilisé que celui qui ratait, toute sa vie, elle ou il, se disait « je vais être inférieur, je ne vais jamais pouvoir y arriver ». Ça, c'est pas bon. C'est-à-dire l'absence de deuxième chance, de troisième chance. Moi, j'ai raté plein de choses. J'ai raté la grecque de maths 2 fois. J'ai raté plein de concours. Je le dis tout le temps. J'ai raté plein de trucs, mais j'ai eu une deuxième chance et une troisième chance, c'est très important. Et nous, on avait un système un peu où il n'y avait pas suffisamment la deuxième chance. Et tu as le problème et il y avait un autre problème chez nous, c'est que dans l'école, effectivement, c'était très hiérarchique. Et donc, tu reproduis dans l'entreprise la relation de l'école. Yann Algan, évidemment, a fait des travaux là-dessus très pertinents, qui montrent que tu reproduis dans l'entreprise, et tu as ça au Japon. Tu as évidemment le merveilleux livre Stupeur et tremblement d'Amélie Nothomb, mais qui reproduit l'école japonaise. C'est-à-dire que quand tu es à l'école, tu te tais, tu obéis, etc., ça se reproduit dans l'entreprise. Donc moi, mon modèle n'est pas de revenir à ce côté-là de la vieille de l'école d'avant 68. Je veux des notes, mais je veux pas des notes de manière humiliante, je veux des notes pour que les gens se comparent à eux-mêmes et puissent s'améliorer. Je veux les savoirs de base, mais je ne veux pas le bonnet d'âne, l'humiliation. Par exemple, un des trucs aux États-Unis qui était formidable, tu as des étudiants, ils interrompent des prix Nobel et ils leur disent « mais tu racontes des conneries ». Mais en France, c'est impensable. Tu ne peux pas, c'est impensable que tu interrompes un prof et que tu lui dis « mais ah non, je ne comprends pas ce que tu racontes ». Et voilà. Donc vous avez totalement raison. Je ne suis pas un pur nostalgique du passé. Je pense qu'il y a des bonnes choses dans les savoirs de base, mais qu'effectivement l'élément interaction et l'élément humboldtien, en fait, qui est l'interaction entre étudiants et profs et interaction entre profs, l'élément humboldtien doit être évidemment au cœur de notre système. Et il faut évidemment que nous n'ayons pas cette vision de celui qui a échoué, de celui qui a réussi, et qui pense que toute sa vie, je vais devoir me soumettre ou je vais devoir dominer l'autre. Je pense que ça, c'est évidemment quelque chose qu'il faut de très dommageable. Moi, je pense que ce n'était pas une bonne idée que les IDEX soient portés par les presses. Les presses, c'est une espèce de gros ensemble. À Toulouse, ça n'a pas marché. C'était trop gros, quoi. Tu pouvais pas mettre Tyrol avec le Mirail, quoi. C'est pas possible, parce que tu connaissais un peu Toulouse, quoi. Tu vois très bien que ça marche pas, quoi. Donc, en fait, les IDEX, c'est intéressant, ça a marché là où des gens voulaient déjà se mettre ensemble. À Bordeaux et à Strasbourg, les gens voulaient déjà se mettre ensemble, donc ça a bien marché. Bon, il y a eu PSL, donc ça j'ai beaucoup aidé, bon, PSL, qui est un truc intéressant, mais voilà, il faut, quand il peut y avoir des synergies de regroupement, mais il faut pas les forcer. Il faut que ça se fasse. C'est ça qui est bien avec les LABEX, c'est que c'est des regroupements incités, mais pas forcés, quoi. Quand c'est forcé, ça marche pas. Voilà. Donc je pense qu'on peut faire tu vois, on peut
éviter des duplications inutiles, mais il faut que ça soit sur une base assez volontaire, quoi, de gens qui ont envie de travailler ensemble. Tu ne peux pas forcer des gens qui ne veulent pas bosser ensemble à bosser ensemble. Ça, en général, ça ne te prend pas, quoi. Bah, tu vois l'expérience des IDEX, tu vois celles qui ont bien marché que d'autres. C'est ceux qui ont voulu se mettre ensemble. Et elles ont bien fonctionné. Ceux que tu as forcés à se mettre ensemble, ça n'a pas fonctionné. Ça, c'est l'expérience des IDEX. Hein. Donc voilà, moi, je crois que... Mais je crois quand même qu'il faut leur donner une certaine... voilà, aux IDEX, il faut leur donner une certaine autonomie de moyens, d'embauche. Il faut être capable, si tu veux, d'être compétitif, de dire, voilà, tu veux embaucher des gens très bons, bah, tu dois aller sur le job market, comme on dit, et être capable d'embaucher, et d'avoir l'autonomie, la flexibilité qu'il faut, et les moyens qu'il faut. Et tu vois tout de suite, quand tu fais la compétition avec d'autres universités, est-ce que tu arrives ou pas à faire. Et évidemment, il y a un problème aussi, c'est les inégalités. C'est par exemple, il y a des professeurs qui n'acceptent pas que d'autres soient mieux payés qu'eux. Mais si tu leur dis, mais écoutez, mais l'autre, il a une offre de machin, et vous ne l'avez pas, ben, lui, je dois le retenir, ou elle, je dois le retenir. Et bon, c'est normal que vous ne savez pas payer la même chose, parce que j'ai dû retenir cette personne-là. C'est un gros problème, c'est difficile à gérer ça. De comprendre que le marché, ça existe, quoi. Et si je veux attirer des gens excellents, je crois que nous, on a une chance que Yann Lequin veuille revenir en France faire la prochaine révolution de l'IA à l'intérieur de la révolution de l'IA. Il faut lui donner tous les moyens et permettre, voilà, et c'est également permettre à des chercheurs de venir travailler avec lui, d'être peut-être à temps partiel dans l'université, à temps partiel chez lui, et travailler avec lui. Je pense que, voilà, on a des choses qu'on peut vraiment exploiter, quoi, qui sont je crois qu'on a des pistes vraiment, des choses qui nous permettent on a des chercheurs formidables, des talents, mais il faut leur laisser la possibilité de travailler. Effectivement, et c'est la confiance. C'est pour ça que je pense beaucoup dans le contrat d'agence. Je ne viens pas te regarder à chaque minute quel hôtel tu choisis et quelle taille crayon tu as acheté. Je te donne des moyens, j'ai confiance, tu vas faire, et je regarderai ex post quels sont les résultats. Mais avoir plusieurs critères d'excellence, c'est bon aussi, parce que par exemple, il y a des universités qui sont très bonnes pour placement, qui sont très bonnes pour la pédagogie. Pas forcément des universités top en recherche, mais elles doivent également être aidées. C'est très important, ça. Donc l'excellence, elle est multidimensionnelle. Et à partir du moment où tu as un contrat de dire, moi, je vais placer, je vais former des gens, tu animes une région en faisant ça, à ce moment-là, oui, je te donne les moyens. Et à nouveau, je te jugerai sur ces critères-là. Je suis plutôt pour une sélection à l'entrée. Mais une orientation, c'est-à-dire que je ne veux pas d'échec à l'entrée. Je veux que quelqu'un dise, voilà, tu pouvais rentrer là, mais tu vas plutôt rentrer dans telle filière. Donc l'idée, c'est que chacun puisse aller quelque part, quoi. Je veux pas des jeunes qui finissent dans la rue, quoi. Donc c'est ça que je veux dire. Alors tu as des systèmes, effectivement, comme en Belgique, par exemple, où je crois dans les pays, en Suède, où tu as une sélection très forte en première année. Mais c'est repoussé, quoi. Et je ne sais pas comment ça marche. Donc j'ai pas regardé de près. Mais ils ont une guillotine en première année, quoi. C'est comme ça que ça marche chez eux. Alors, est-ce que nous, on doit faire ça, ou est-ce qu'on doit dire, dès la fin du bac, eh bien voilà, tu vas dans tel truc, ou tu vas dans telle autre chose, avec des passerelles, hein. Donc, avec la possibilité de passerelle. Et tu fais très bien là, tu as une possibilité de passer. C'est là que je n'ai pas la réponse exacte, parce que je devrais regarder de très près comment ça marche dans les endroits où tu fais l'entrée tout le monde et tu sélectionnes à fond en première année, comme en Belgique ou en Suède, versus des systèmes plus suisses où tu orientes plus tôt. Et je ne sais pas vous dire, voilà. Mais l'idée, c'est de ne pas laisser des gens aller jusqu'en maîtrise, ne sachant pas grand-chose, et à ce moment-là, en maîtrise, ils se retrouvent chômeurs, quoi. Ça, c'est le truc à éviter à tout prix, évidemment.